je vous ai mis une diapositive de plan d'abord pour que vous sachiez un petit peu ce dont on va parler. Donc, tout d'abord, quand on parle d'auto-immunité, il faut définir ce qu'est la tolérance immunitaire. On vous a parlé de tolérance immunitaire? Bon. Donc, c'est important. Et ensuite, l'autre concept qu'il faut introduire, c'est celui d'auto-immunité naturelle. Nous allons nous concentrer surtout aujourd'hui sur l'auto-immunité pathologique, c'est-à-dire que le système immunitaire peut reconnaître des antigènes du soi sans nécessairement donner lieu à une lésion d'organes. Ce qui nous intéresse en tant que médecin, c'est bien sûr essayer de définir quelles sont les conditions qui peuvent sous-tendre ces pathologies, mais il existe aussi une forme d'auto-immunité naturelle qui est très différente de l'auto-immunité pathologique. On va rentrer un tout petit peu dans les détails. Ensuite, il faut aborder les mécanismes de l'auto-immunité qui, en fait, ne sont pas autre chose que la rupture de cette tolérance immunitaire, de cette tolérance physiologique vis-à-vis des antigènes du soi, les antigènes de l'hôte qui héberge le système immunitaire. Puis, on va parler des mécanismes effecteurs dans les maladies auto-immunes qui finalement ne sont pas très différents, vous allez voir, que ceux qui sont en jeu pour toutes les autres réponses immunitaires. La seule différence qu'il y a, c'est que ces mécanismes effecteurs, les anticorps, les cellules cytotoxiques, les cellules qui font des cytokines, se retournent encore une fois vis-à-vis d'organes de l'hôte qui héberge le système immunitaire. Et en ça, l'auto-immunité est tout à fait particulière. Et puis, pour terminer, on va aborder brièvement, parce qu'on vous a déjà parlé des cellules immunorégulatrices, donc on va aborder de nouveau un peu l'immunorégulation, mais pour la mettre dans un contexte où il n'y a pas seulement une régulation négative, comme celle des cellules régulatrices dont on vous a parlé, mais également une régulation positive qui peut se faire pour augmenter les réponses immunitaires. Donc voilà le plan et voilà la première définition. La tolérance immunitaire, ou ce que l'on appelle tolérance physiologique, c'est quelque chose de très important. C'est quand le système immunitaire de l'individu ne va pas réagir de manière délétère. Donc encore une fois, il peut réagir, mais ce qui est important, c'est qu'il ne réagisse pas en créant une lésion d'organes vis-à-vis des auto-antigènes. Donc les antigènes des organes de l'hôte qui héberge ce système immunitaire. Ça, c'est important parce que la tolérance immunitaire n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose que le système immunitaire apprend à faire quand les cellules lymphocytaires B et T se différencient dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B ou dans le thymus pour les lymphocytes T. Donc c'est au cours de la différenciation des lymphocytes qu'il va y avoir un apprentissage. On vous a déjà parlé probablement de sélection thymique, de sélection dans la moelle osseuse. Et c'est là où vont intervenir ces mécanismes qui vont faire que les cellules qui reconnaissent avec leur récepteur, donc le récepteur des cellules T ou le récepteur pour l'antigène des lymphocytes B, c'est quoi le récepteur pour l'antigène des lymphocytes B? Comment? Allez-y, n'ayez pas peur. C'est quoi? C'est l'immunoglobuline de surface, absolument. Donc ces récepteurs pour l'antigène, s'ils reconnaissent au moment de la différenciation des auto-antigènes avec une trop forte affinité, à ce moment-là, la cellule va être éliminée. Et elle est éliminée, on va le voir, par un mécanisme actif de mort cellulaire. Il y a cependant certaines cellules qui vont émerger quand même à la périphérie, on va y revenir, d'où cette notion que les mécanismes de la tolérance immunitaire sont de deux ordres distincts. La tolérance immunitaire que l'on appelle centrale et la tolérance périphérique. Tolérance centrale parce qu'elle se fait justement dans les organes lymphoïdes centraux, c'est-à-dire la moelle osseuse pour les lymphocytes B, le thymus pour les lymphocytes T. Et les cellules qui émergent vont, encore une fois, être soumises à des contrôles, elles aussi. Et l'ensemble de ces mécanismes qui contrôlent les cellules qui émergent sont définis comme tolérance périphérique. Donc on va voir un peu
dans le détail quels sont ces mécanismes qui nous permettent, encore une fois, d'être en équilibre avec le soi, qui permettent au système immunitaire de ne pas réagir vis-à-vis de l'autre. Pour ce qui est de la tolérance centrale, on en a déjà un peu parlé, donc dans le thymus et dans la moelle osseuse, si un récepteur pour l'antigène est apparu à la surface d'une cellule et que ce récepteur a une trop grande affinité pour l'auto-antigène, donc l'auto-antigène est présenté par les cellules du stroma thymique ou par les cellules de la moelle osseuse, et à ce moment-là, du stroma de la moelle osseuse, et à ce moment-là, la cellule en question va être éliminée par apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire active qui survient parce que le signal de reconnaissance de l'auto-antigène induit un signal d'activation qui va activer ce que l'on appelle les caspases. Les caspases vont fragmenter l'ADN et donc il ne s'agit pas, c'est ça qui est important, il ne s'agit pas du tout d'une mort par nécrose, c'est une mort par apoptose, c'est une mort active. Si je vous dis les cellules qui expriment un récepteur de haute affinité, vous voyez déjà quelles sont les cellules qui vont émerger. Ce sont celles qui peuvent exprimer des récepteurs de basse affinité ou d'affinité intermédiaire. On va y revenir. Donc, pour la tolérance centrale, c'est simple. Un seul mécanisme pour l'assurer. L'élimination des cellules en question qui peuvent être dangereusement autoréactives et élimination par ce mécanisme de mort cellulaire active. Alors, je vous montre simplement cette diapositive du thymus. Vous avez déjà vu un thymus. Le thymus est constitué par une corticale et par une médulla. Les cellules immatures qui viennent de la moelle osseuse rentrent à la jonction cortico-médullaire. Elles migrent vers le haut du cortex et puis elles redescendent. Donc, elles migrent à nouveau vers la médulla. Et on vous l'a dit, on a dû vous le montrer en détail. Dans ce processus de migration vont s'opérer tous les mécanismes qui font que les cellules T, en pratique, vont acquérir l'expression du récepteur T pour l'antigène, d'autres molécules de surface qui sont importantes fonctionnellement, comme la molécule CD3, CD4 ou CD8. Et c'est dans ce cheminement que vont se passer les phénomènes de la sélection positive et de la sélection négative dont on a dû vous parler. C'est le cas? Bon. Alors, la sélection positive, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui survient en premier. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont les lymphocytes qui disparaissent au cours de la sélection positive? Non. La première étape de sélection, c'est le filtre qui permet d'éliminer les lymphocytes qui ne sont pas capables de reconnaître les peptides, on parle de cellules T là, dans le contexte des antigènes d'histocompatibilité. D'accord? Le lymphocyte doit reconnaître le complexe, on vous l'a expliqué, molécules d'histocompatibilité, HLA chez l'homme, H2 chez la souris, peptides. Les cellules qui réarrangent leur récepteur T et qui ne sont pas capables de reconnaître cette association sont éliminées parce que c'est quand même très important pour l'homéostasie de l'individu que son système immunitaire puisse reconnaître les antigènes étrangers dans le contexte du soi. On est d'accord? Oui ou non? Bon. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est la sélection positive. Je vous en parle parce qu'elle vient avant. La sélection négative, qui vient après, et qui se passe vraiment à la jonction cortico-médullaire, vous allez voir pourquoi après, c'est la sélection qui nous intéresse. C'est elle qui fait en sorte que, une fois la sélection positive passée, j'ai éventuellement les bons récepteurs T, mais si j'ai des récepteurs T de trop haute affinité pour les auto-antigènes, je vais éliminer la cellule quand même. D'accord? Donc la sélection négative, c'est l'étape de différenciation qui permet effectivement d'avoir cette tolérance centrale. Pourquoi elle se passe
au niveau de la jonction corticomédulaire. On vous en a parlé? Non? Alors, elle se passe au niveau de cette jonction-là parce que les cellules qui présentent les auto-antigènes sont les cellules épithéliales, donc des cellules du stroma thymique, mais les cellules épithéliales de la médullaire thymique. Ce sont seulement ces cellules-là qui présentent des peptides d'auto-antigènes. Alors attention, elles ne présentent pas l'auto-antigène, elles ne présentent pas l'insuline. Elles présentent des peptides de l'auto-insuline, de l'insuline, des peptides d'autres auto-antigènes, de la protéine basique de la myéline, qui normalement est exprimée dans le cerveau. Et c'est ce qui permet de filtrer les cellules qui reconnaissent avec une trop forte affinité. Pour vous montrer l'importance de ce phénomène de sélection négative, il est intéressant de savoir que si ces cellules sont capables de présenter ces peptides auto-antigéniques, c'est parce qu'elles ont un facteur de transcription particulier. Un facteur de transcription qui s'appelle R. Le gène R avait été caractérisé il y a longtemps, mais on ne savait pas que c'était ces cellules-là qui l'exprimaient de façon privilégiée. Et c'est ça qui leur permet d'exprimer les peptides auto-antigéniques. Mais la chose intéressante que vous montre cette diapositive, c'est que si vous avez une maladie génétique où il y a une mutation de ce gène R qui en altère la fonction, il n'y a pas de sélection négative normale. À ce moment-là, les cellules autoréactives qui reconnaissent avec une forte affinité sont des cellules qui vont émerger à la périphérie, ça n'est pas une situation normale, et ça va déclencher une polyendocrinopathie, donc une forme d'auto-immunité généralisée qui est extrêmement grave et qui est très difficile à soigner, qui se manifeste chez le petit enfant. C'est donc un exemple de maladie auto-immune monogénique. Les autres maladies auto-immunes, on va en parler, sont polygéniques, elles sont héréditaires, c'est-à-dire que dans la famille où il y a un individu atteint, vous avez plus de chances d'avoir des enfants qui vont être atteints de la maladie. Mais, encore une fois, il y a plusieurs gènes qui gouvernent ce risque de développer l'auto-immunité. Dans le cas que je vous montre ici, ce sont des maladies monogéniques. Donc, encore une fois, c'est vraiment très grave si cette étape de la sélection négative ne marche pas. Vous avez des questions là-dessus? Non? Donc, la sélection négative s'est faite, elle s'est faite normalement, et les cellules autoréactives d'affinité intermédiaire ou faible émergent à la périphérie. Donc, elles sont potentiellement délétères, elles sont potentiellement pathogènes. Il faut pouvoir les contrôler. À ce moment-là, il y a 4 mécanismes fondamentalement qui vont aider à contrôler ces cellules potentiellement pathogènes. C'est ce que l'on appelle l'indifférence immunitaire, l'anergie immunitaire. Il y a aussi une forme de délétion par apoptose qui se passe à la périphérie et il y a également l'immunorégulation. Alors, on va voir dans le détail certains de ces mécanismes, les plus importants, mais il est important de savoir que pour la tolérance périphérique, vous avez différents mécanismes, alors que pour la tolérance centrale, vous avez uniquement l'élimination des cellules avec le récepteur de forte affinité. Avant de passer à ces mécanismes, il est important de définir l'auto-immunité naturelle. Parce que ce qui est important, c'est de savoir si une auto-immunité pathologique va être le résultat d'une stimulation tout azimut de ces cellules qui sont les lymphocytes B et les lymphocytes T autoréactifs naturels, ou si ce sont des cellules différentes. Alors je vous le dis tout de suite, les cellules pathogènes qui font des auto-anticorps pathogènes ou qui font des lymphocytes T autoréactifs pathogènes ne sont pas le même type de cellules que les cellules qui vont être impliquées dans l'auto-immunité naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'auto-immunité naturelle? Ça veut dire que si je prélève du sérum chez chacun d'entre vous et que, avec des tests particuliers,
parce que ce sont des anticorps de faible affinité. Comme vous voyez ici, ce sont surtout des IgM, donc elles n'ont pas une forte affinité. Je mesure les IgM qui sont dans le sérum d'un individu sain contre le DNA, par exemple, je vais en trouver. Mais je dois utiliser des méthodes, encore une fois, qui ne sont pas aussi stringentes que quand je teste les anticorps anti-DNA d'un patient qui a un lupus érythémateux disséminé. Parce que dans ce cas, dans le cas du patient, les anticorps sont de forte affinité, ce sont des IG, ce ne sont pas des IgM. Pour les lymphocytes T, c'est exactement la même chose. Si je prélève des cellules chez chacun d'entre vous et que je les mets en culture, par exemple, avec des auto-antigènes des cellules bêta du pancréas, je vais pouvoir dériver des lignées ou des clones qui vont reconnaître ces auto-antigènes. Elles sont autoréactives, mais quand je vais les analyser en détail, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques que les cellules pathogènes. Le récepteur de l'antigène n'est pas pareil, il a des caractéristiques qui sont différentes. Donc, il existe une capacité des lymphocytes B et des lymphocytes T, en dehors de toute pathologie auto-immune, d'avoir une réactivité vis-à-vis d'auto-antigènes. C'est ce que l'on appelle, encore une fois, l'auto-immunité naturelle, mais cette auto-immunité naturelle n'est pas du même type que celle que vous avez quand vous avez une pathologie auto-immune. Vous avez des questions? Donc, la liste des maladies auto-immunes est longue. Il y en a plusieurs dizaines. Et ce qui est important, c'est que si vous les considérez dans leur ensemble, l'auto-immunité, c'est la 3e cause de morbidité et dans les pays notamment développés. Au cours des 30 dernières années, l'incidence, la fréquence des maladies auto-immunes a beaucoup augmenté dans nos pays développés à cause de l'environnement. L'environnement qui peut être protecteur, mais